Mon frère a cassé 2 côtes à mon fils avec une batte de baseball simplement parce que je refusais de prêter mon vélo à son fils. Bonjour à tous, je m'appelle Blake, j'ai 43 ans et je vis à Billings, dans le Montana, avec ma femme, Erika, la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Nous avons 2 enfants formidables, notre fils aîné, Lucas, 17 ans, actuellement en dernière année de lycée, et notre fille, Mia, 15 ans, une jeune fille dont les yeux pleins de curiosité observent le monde avec émerveillement. Hier, dans l'air étouffant de l'hôpital, j'ai rendu visite à Mike, mon meilleur ami depuis l'université. Dès que j'ai ouvert la porte de sa chambre, mes yeux sont tombés sur son visage tuméfié, un œil complètement fermé, la lèvre supérieure fendue et des ecchymoses violacées couvrant ses bras. En me voyant entrer, Mike s'est lentement redressé et m'a adressé un faible sourire. J'ai l'air affreux, pas vrai? Mais ça en valait la peine, Blake. En regardant les blessures sur son corps, j'ai senti mon cœur se serrer, non pas par pitié mais parce que je connaissais trop bien cette sensation. Mike était à l'hôpital à cause d'un conflit familial, un parent avait insulté sa fille de 16 ans et, sans hésiter une seconde, il s'était battu avec lui. Le résultat, les deux avaient fini à l'hôpital. Sur le chemin du retour, les souvenirs d'il y a 3 ans me sont revenus en pleine tête. Moi aussi, j'avais affronté ma propre famille pour défendre mon enfant. Mais contrairement à Mike, le prix que j'ai payé fut bien plus lourd, la rupture totale avec mon propre sang et les blessures que mon fils a dû porter. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter toute l'histoire, non seulement pour libérer les émotions qui me hantent encore, mais aussi parce que l'histoire de pères comme Mike et moi, prêts à affronter le monde entier pour protéger leurs enfants, peut donner de la force à ceux qui traversent des épreuves semblables. Parfois, pour protéger ceux que vous aimez le plus, vous devez être prêt à perdre ceux que vous pensiez à jamais à vos côtés. Mon histoire s'est déroulée le jour de mon 40e anniversaire, à la fin du mois de juin 2022. Pour beaucoup, atteindre la quarantaine marque une étape importante, le moment où l'on regarde le chemin parcouru et où l'on commence à envisager l'avenir avec un autre regard. Pour moi aussi, ce fut le cas, mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Je n'avais pas prévu d'organiser de fête, 40 ans n'était pour moi qu'un simple nombre. Je comptais partager un dîner tranquille avec Erika et nos 2 enfants, peut-être dans notre restaurant préféré du centre de Billings, puis rentrer regarder un film ensemble, simple, chaleureux, sans complications. Mais un soir de mai, alors que nous étions assis sur la véranda après le dîner, Erika posa doucement sa main sur mon épaule et me dit qu'un 40e anniversaire était une occasion spéciale et que je méritais une célébration pleine de sens. Honnêtement, je refusai d'abord, non pas parce que je n'aime pas les fêtes, mais parce que j'ai toujours eu du mal à être le centre de l'attention. Pourtant, Erika trouva rapidement des alliés, nos 2 enfants. Je me souviens encore de ce dimanche matin où Lucas et Mia sont entrés dans mon bureau. Lucas tenait une carte d'anniversaire faite maison avec le message « Joyeux anniversaire au père le plus incroyable du monde. Laisse-nous organiser une fête digne de toi. » À côté de lui, Mia me regardait avec ses grands yeux ronds pleins d'espoir, m'expliquant qu'elle avait déjà prévu les desserts que j'aimais le plus. Comment aurais-je pu dire non après une telle demande? Peu à peu, le projet de fête prit forme. Nous décidâmes de l'organiser à la maison, dans le jardin, là où j'avais passé des mois à construire l'espace barbecue et à disposer les chaises en cèdre que j'avais fabriquées moi-même. Erika s'occupa des invitations et du menu, pendant que Lucas et Mia préparaient avec enthousiasme les décorations. La liste des invités n'était pas très longue, à part mes parents, George et Barbara, il y avait aussi les parents d'Erika. Bien qu'il nous ait déjà dit qu'ils ne pourraient pas venir puisqu'ils étaient en voyage en Europe, j'avais également invité mon frère Andrew, sa femme Christina et leur fils Jason, qui avait alors 15 ans. Il y avait aussi mon oncle Kevin, le frère de mon père, ainsi que mes 2 cousins, Justine et Brandon, venus avec leurs épouses et leurs enfants. Quelques collègues proches et de vieux amis furent ajoutés à la liste également. Tous les préparatifs se déroulèrent sans accroc. Nous passâmes toute la semaine à nettoyer la maison, à décorer le jardin avec des guirlandes lumineuses scintillantes et à préparer les plats. Lucas fabriqua même à la main une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire « 40 ans d'excellence », qu'il suspendit à la porte d'entrée, tandis que Mia, de son côté, confectionnait de jolies fleurs en papier coloré pour décorer les tables. La veille de mon anniversaire, lorsque tout fut enfin prêt, je me tins seul dans le jardin, contemplant l'endroit décoré sous le coucher de soleil du Montana. Les chaînes de montagnes lointaines reflétaient une lumière orange et rouge, et je ressentis une paix profonde mêlée de bonheur. J'imaginais le lendemain, lorsque cet espace serait rempli de rires, de conversations animées et de la chaleur des gens que j'aimais. Je croyais encore que j'allais vivre une fête d'anniversaire pleine de joie et d'amour familial. Comment aurais-je pu deviner qu'en seulement 24 heures, cette fête se transformerait en cauchemar, et mettrait à jamais fin à la relation que j'entretenais avec ceux que j'appelais mes parents, et mon frère. La fête d'anniversaire commença vers 5 heures de l'après-midi, et les premiers invités arrivèrent, oncle Kevin et mes 2 cousins, Justine et Brandon, accompagnés de leur famille. Même si mes beaux-parents n'avaient pas pu venir à cause de leur voyage en Europe,
il m'avait envoyé une montre fossile accompagnée d'une carte remplie de vœux chaleureux. Quand mes parents arrivèrent, ma mère prit rapidement possession de la cuisine aux côtés d'Erika, tandis que mon père, dehors, se posta près du barbecue avec Kevin, lui donnant de temps à autre des conseils non sollicités sur la meilleure façon de griller la viande. Au moment où j'ouvris une bière, Andrew entra par le portail avec Christina et leur fils Jason. Après avoir échangé une poignée de main avec mon frère, je forçai un sourire et l'invitai à rejoindre le reste du groupe. Pendant ce temps, Jason rejoignit rapidement Lucas et Mia, et les enfants se rassemblèrent autour de la table de ping-pong que j'avais installée spécialement pour la fête. L'espace se remplit de conversations animées et de rires qui résonnaient dans tout le jardin. Lucas et les autres enfants jouaient au ping-pong avec enthousiasme sous les applaudissements des invités, tandis que Mia, fière, montrait à tout le monde les fleurs en papier qu'elle avait confectionnées elle-même. Du coin du jardin, je pouvais voir Erika rire et discuter avec des amis, ses yeux se posant parfois sur moi avec une expression de fierté douce et bienveillante. Avant que le dîner officiel ne commence, oncle Kevin tapa légèrement sur son verre à vin pour attirer l'attention, leva son verre et dit d'une voix chaleureuse, « Félicitations, Blake. Mon neveu, 40 ans se sont écoulés, et j'ai encore l'impression que c'était hier la première fois que je t'ai pris dans mes bras. Aujourd'hui, te voir entouré de cette belle famille me rend fier au-delà des mots. Allez, tout le monde, levons nos verres. » Tous levèrent leurs verres à l'unisson, et un vibrant « Félicitations, Blake » résonna dans le jardin. Une vague d'émotion m'envahit tandis que je regardais autour de moi tous ces visages familiers, des gens qui avaient partagé avec moi tant d'étapes de ma vie. Même Andrew, mon frère, avec qui les relations n'avaient jamais été vraiment simples, me sourit et hocha la tête de l'autre côté du jardin. Lorsque la musique douce commença à s'élever du système audio que Lucas avait soigneusement préparé, le dîner débuta, viande grillée parfumée, salade fraîche et dessert que Mia avait passé la semaine à préparer. En voyant tout le monde rire, discuter et trinquer joyeusement, je sentis le bonheur m'envahir. À cet instant précis, je pensais que cette journée resterait pour toujours dans ma mémoire comme l'un de mes plus beaux anniversaires, un souvenir parfait de bonheur partagé. Hélas, le destin en avait décidé autrement. Vers 6 heures du soir, la fête battait son plein dans une ambiance joyeuse. Je me trouvais près du buffet, discutant avec Marc, un ami de la fac, à propos d'un nouveau projet de construction que notre entreprise venait d'obtenir. Nous trinquions et rions bruyamment en évoquant des souvenirs d'étudiants, quand soudain, un cri paniqué déchira l'atmosphère paisible, « Andrew! Arrête tout de suite !» Le cri venait du fond du jardin, près de l'endroit où se trouvaient les vélos et les jouets des enfants. Ma conversation avec Marc s'interrompit aussitôt, et je tournai la tête vers la source de la confusion. La scène devant mes yeux avait des allures de cauchemar, mon frère Andrew se tenait là, une batte de baseball serrée fermement dans sa main, le visage rouge de rage, les yeux exorbités et un rictus froid et dur au coin de la bouche. Mes deux cousins, Justine et Brandon, tentaient de lui saisir les bras, le retenant de toute leur force, mais Andrew résistait encore, cherchant à se dégager de leur étreinte, et, en le regardant à ce moment-là, je ne reconnus plus le frère avec qui j'avais grandi. À la place, il y avait une expression étrange, une soif primitive de sang que je ne lui avais jamais connue, il ressemblait à une bête en pleine rage. Sitôt j'eus compris la situation, mon regard tomba et je restai figé, Lucas, mon fils, gisant sur l'herbe, recroquevillé, les bras serrant un côté de ses côtes, le visage déformé par la douleur. Sans réfléchir davantage, je posai ma boisson sur la table et me précipitai vers eux. Dans ces brèves secondes, tout sembla ralentir dans ma tête, la musique continuait de sortir des enceintes, les conversations bourdonnaient encore, mais le monde paraissait entièrement silencieux pour moi, seul le battement frénétique de mon cœur résonnait dans ma poitrine. Alors que je courais, Erika surgit elle aussi de la cuisine, le visage blême en voyant notre fils à terre, sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. En regardant la scène, je compris immédiatement, Andrew avait frappé mon enfant avec la batte. La rage monta en moi comme une lave en éruption, brûlante et incontrôlable, sans la moindre hésitation ni retenue, alors que Justine et Brandon continuaient d'essayer de maintenir Andrew, je bondis en avant, arraché la batte de ses mains, tout mon corps tremblait de colère et, sans réfléchir, je fis un grand geste et donnai un coup violent, visant directement la tête d'Andrew. Heureusement, Andrew parvint à éviter le coup porté à la tête, mais la batte heurta néanmoins son épaule avec force, un craquement retentit, le bruit de l'os de l'épaule qui se brisait fit aussitôt taire tout le monde, et, après l'impact horrifique, Andrew poussa un cri de douleur, long et misérable, semblable au hurlement d'un animal blessé, il tomba, une main serrée sur l'épaule, le visage tordu par l'agonie. Ma rage ne s'était pas calmée, je continuais d'avancer, la batte toujours serrée dans ma main, prêt à porter un autre coup, mais à cet instant une force venue de l'arrière me retint fermement, mon oncle Kevin, qui utilisait toute sa force pour me retenir, cria alors d'une voix enrouée par la peur à mon oreille, « Arrête, Blake, si tu le frappes encore, il y aura un meurtre. » Après ces mots, je réalisai soudain ce que je faisais, la batte tomba de mes mains et heurta l'herbe, ma respiration resta lourde, mais la colère fit place à la confusion et à l'inquiétude. À ce moment-là, Christina, la femme d'Andrew,
accourut depuis l'intérieur de la maison, se précipita vers son mari étendu, s'agenouilla à côté de lui avec un air paniqué, et, incapable de se contrôler, s'écria d'une voix tremblante, « Mon Dieu, Andrew, que s'est-il passé ?» Stupéfait, Jason, le fils de 15 ans d'Andrew et de Christina, apparut de nulle part et marcha silencieusement jusqu'à sa mère, d'une voix froide et sans émotion, il dit à Christina, « Blake a attaqué papa avec une batte de baseball. » En entendant son fils prononcer ces mots, Christina sembla sortir de son état de choc, se leva d'un bond, le visage rougi par la colère, et se précipita vers moi, avant que je ne puisse réagir, elle me poussa violemment la poitrine, me déséquilibrant presque, ses yeux semblant vouloir me brûler, et elle hurla, « Blake, pourquoi as-tu frappé mon mari? Je ne laisserai pas passer ça. » Heureusement, mon oncle Kevin se plaça rapidement entre nous, créant une barrière de sécurité pour empêcher la dispute de dégénérer en violence, mais mon vrai drame commençait, au milieu de la foule silencieuse des invités, mon père, George, fit un pas en avant, il marcha droit vers moi d'un pas lourd et avec un regard glacial que je ne lui avais jamais vu, sans prévenir, sans poser la moindre question, il leva la main et me donna une gifle si forte que ma tête tourna d'un côté, alors que j'étais encore étourdi par la gifle. Mon père me regarda droit dans les yeux et dit entre ses dents serrées, « Comment as-tu osé frapper Andrew ?» Aussitôt après, ma mère apparut à son tour à côté de lui, le visage rouge de honte et de colère. Elle me fixa, les yeux emplis de déception, et dit d'une voix dure, « Quelle honte, frapper ton propre frère, en plein milieu de ta fête d'anniversaire. » Avec la gifle de mon père qui me brûlait encore la joue et les paroles accusatrices de ma mère résonnant à mes oreilles, j'eus l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. Mon corps devint glacé, non pas de peur, mais à cause d'un vide absolu qui s'étendait de mon cœur jusqu'à chaque partie de mon être. Je me demandais comment mes parents pouvaient se tenir là, devant tout le monde, et me condamner sans poser la moindre question sur mon fils? Comment pouvaient-ils défendre celui qui avait utilisé une batte de baseball pour frapper un enfant de 14 ans? Comment pouvaient-ils tourner le dos à leur propre sang? À cet instant, une douleur profonde, indescriptible, se répandit en moi, ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, mais l'effondrement de la confiance, la chute de tout ce que je croyais solide, l'amour et la protection que se doit une famille. Mes mains se serrèrent en poing, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'à en percer la peau, mais je ne ressentais aucune douleur, tout ce que je sentais, c'était une rage immense montant en moi comme un tsunami, mêlé de souffrance et d'incrédulité. Cette colère ne visait pas seulement Andrew, celui qui avait attaqué mon fils, mais aussi mes propres parents, ceux que je croyais être mon soutien, ceux qui devaient protéger ma famille et moi. Mais non, ils avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le mien. Ce n'était pas celui de leur petit-fils, allongé sur l'herbe, souffrant. Après tout ce qui venait de se passer, je compris que la famille en qui j'avais toujours eu confiance, que je considérais comme un refuge sûr, n'existait plus. Ce qu'il en restait n'était qu'une coquille vide, une illusion de lien familial à laquelle je m'étais accroché trop longtemps. Ce sentiment de trahison me transperça le cœur comme une lame acérée, laissant une blessure que je savais incurable. Après la gifle de mon père et les paroles accusatrices de ma mère, la rage en moi s'enflamma de nouveau. Tout le jardin s'emplit d'une tension lourde, tous les regards étaient braqués sur nous, la fête d'anniversaire s'était transformée en un chaos inimaginable. Incapable de me contenir plus longtemps, je hurlai au visage de mes parents, « Andrew a frappé mon enfant. Vous ne voyez pas? Mon fils a été battu par Andrew. » Mon cri fit sursauter tout le monde, et soudain, tous les autres sons disparurent, il ne resta plus que ma respiration haletante et les gémissements douloureux de Lucas. Après mon hurlement, mes parents semblèrent sortir de leur torpeur, ils restèrent figés, le regard enfin tourné vers Lucas, toujours étendu au sol. Dans ce silence, Justine fit un pas en avant, se tint droit, le visage grave, et déclara clairement, « C'est Andrew qui a frappé Lucas en premier. Brandon et moi avons tout vu. » Brandon hocha la tête pour confirmer, les yeux pleins de colère en regardant Andrew, qui tenait toujours son épaule blessée, et ajouta, « C'est vrai, Andrew a attaqué Lucas avec une batte de baseball, sans aucune raison. » Les yeux de mes parents et de Christina se remplirent alors de stupeur, ils restèrent là, la bouche ouverte, incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre. Après 2 secondes de silence, mon père secoua légèrement la tête et murmura d'une voix si basse que je dus tendre l'oreille pour l'entendre, « Ce n'est pas possible. » Ma mère, toujours soucieuse de garder le contrôle, se tourna vers Lucas allongé sur l'herbe, son visage était tendu, mais sa voix se fit plus douce lorsqu'elle parla, « Lucas, dis à grand-mère ce qui s'est passé. » À cet instant, Lucas essaya de se redresser avec l'aide d'Erika et de Mia, son visage était crispé par la douleur, mais son regard restait fixé sur sa grand-mère, et d'une voix tremblante, il répondit, « Je ne faisais que rester là, quand oncle Andrew est arrivé avec une batte. Il n'a rien dit, et en le voyant, j'ai eu peur. J'ai voulu m'enfuir, mais il a levé la batte et m'a frappé. » Pendant que Lucas parlait, Erika s'était agenouillée à côté de lui, et sans dire un mot, elle souleva doucement la chemise de son fils, ce qui apparut fit pousser un cri d'horreur à toute l'assistance, une large ecchymose violacée se formait déjà sur le dos de Lucas.
Une large ecchymose parcourait ses côtes droites, la peau alentour était rouge et commençait à enfler, dessinant une marque incontestable en forme de batte de baseball. En regardant la blessure dans le dos de mon enfant, un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas un coup léger ou accidentel, c'était un coup violent, délibéré, porté à un garçon de 14 ans. Sans hésiter une seconde, je me tournai vers ma femme et, la voix rauque, lui dis, « Erika, appelle le 9-1-1 pour signaler ça et demander la police et une ambulance. » Erika hocha la tête avec résolution et sortit immédiatement son téléphone, mais à peine avais-je terminé ma phrase que ma mère poussa un cri paniqué, « Attends, n'appelle pas la police avant qu'on ait éclairci tout ça. » Mon père s'avança rapidement, approuvant sa femme d'un signe de tête, et dit sévèrement, « C'est vrai, notre famille serait très embarrassée si la police venait. » Debout au milieu de ce chaos, avec mon fils blessé et mon frère gémissant sur le sol, je n'en croyais pas mes oreilles, ils se préoccupaient de leur réputation alors que leur petit-fils avait besoin de soins médicaux. Erika, toujours calme en toutes circonstances, regarda mes parents droit dans les yeux et déclara fermement, « Mon fils a été agressé et a besoin de soins immédiats, j'appelle le 9-1-1. » Malgré les regards réprobateurs de mes parents, Erika s'écarta et passa l'appel. Pendant qu'elle était au téléphone, Christina restait agenouillée près d'Andrew, l'air hébété, tandis que Jason, son fils, se tenait non loin, le visage froid et sans émotion, bien qu'il ait été témoin de son père attaquant un enfant sans raison. Le jardin sombra dans un silence étrange, brisé seulement par la voix d'Erika parlant à l'opératrice du 9-1-1 et par les gémissements d'Andrew. Les invités restaient immobiles, abasourdis, ne sachant ni que faire ni que dire. Dès qu'Erika eut raccroché, elle revint vers moi, Lucas hocha légèrement la tête en signe d'accord et dit, « Ils arrivent, ambulance et police seront là dans 15 à 20 minutes. » Mon père resta immobile, le visage durci par une colère inhabituelle, il me regarda sans aucune affection et ajouta, « Tu n'aurais pas dû faire ça, on aurait pu régler ça en famille. » À ces mots, un sentiment étrange me submergea, non plus de la colère mais une profonde déception. Je regardai mon père droit dans les yeux, la voix basse, « Ce n'est plus une affaire de famille. Quand un adulte frappe un enfant avec une batte de baseball, c'est un crime, et je veillerai à ce que justice soit faite. » Puis je tournai le dos à mes parents et m'agenouillai auprès de Lucas, posant ma main sur son épaule, et lui murmurai doucement, « Papa est là maintenant, mon fils, tout va aller bien. » Lucas me regarda, les yeux embués de larmes, non pas seulement à cause de la douleur physique mais par le chagrin d'avoir vu sa famille s'écrouler devant ses yeux. Il hocha faiblement la tête, et à cet instant j'ai su que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. En attendant la police, l'atmosphère dans le jardin devint lourde. Lucas restait allongé sur l'herbe, entouré d'Erika et de Mia qui s'occupaient de lui. Andrew était assis sur une chaise pendant que Christina examinait son épaule et que Jason se tenait à proximité, indifférent. Mon oncle Kevin, toujours équitable et posé, s'approcha d'Andrew, le regardant droit dans les yeux, et demanda, « Andrew, pourquoi as-tu frappé le fils de Blake ?» Andrew leva les yeux, encore animé de colère, mais sa voix s'était faite étrangement calme quand il répondit, « Je aidais mon frère à lui donner une leçon. » Cette réponse stupéfia tout le monde. Kevin fronça les sourcils, la stupeur visible sur son visage, et demanda lentement, « Peux-tu être plus précis ?» Andrew se redressa malgré la douleur, puis déclara avec une assurance incompréhensible, « Lucas est trop égoïste, il ne sait pas partager au sein de la famille, je lui ai donné une leçon parce qu'il ne voulait pas écouter et parlait même d'un ton insolent. » À la fin de ces mots, Lucas se redressa en titubant malgré la douleur, pointa du doigt Andrew et s'écria d'une voix tremblante, « Tu mens. Tu m'as frappé parce que j'ai refusé que ton fils emprunte mon nouveau vélo. » La cour entière plongea dans un silence après les paroles de Lucas. Andrew ouvrit la bouche pour répliquer, mais Kevin leva rapidement la main pour l'arrêter, puis se tourna vers Lucas et lui demanda doucement, « Peux-tu raconter toute l'histoire, Lucas ?» À cette demande, Lucas prit une grande inspiration pour maîtriser la douleur et commença à raconter d'une voix brisée. D'après ce qu'il nous raconta, quand Jason était arrivé à la fête, environ 10 minutes plus tôt, il avait pris sans permission le nouveau vélo de Lucas et était parti l'essayer. Ce vélo était un cadeau que j'avais acheté pour Lucas plus d'un mois avant mon anniversaire. Lucas n'était pas d'accord, il avait repris le vélo et l'avait mis à l'abri dans le cabanon. Il y eut une légère dispute entre Lucas et Jason, mais rien de violent, ils ne se sont pas élevés la voix. 2 minutes environ plus tard, Jason était parti, puis, moins d'une minute après, il était revenu accompagné d'Andrew. Andrew exigea que Lucas laisse Jason emprunter le vélo pour l'essayer, mais Lucas refusa parce que le vélo appartenait à Lucas. À ce moment-là, Andrew menaça Lucas en lui disant, « Si tu ne m'obéis pas, je vais te frapper. » Après cette menace, Lucas ne voulut pas envenimer la situation, il se tut et se détourna pour s'éloigner, et dans les 3 minutes qui suivirent Andrew alla chercher sa voiture, en revint avec une batte de baseball et la balança sur mon fils. En entendant le récit de Lucas, tous les regards se tournèrent vers Andrew qui ne montrait aucun remords, au contraire, il regardait Lucas avec des yeux méprisants. Ce qui m'horrifia le plus, ce fut la réaction de mes parents. Au lieu de présenter des excuses pour la blessure de Lucas, ils défendirent immédiatement Andrew. Mon père fit un pas en avant et, d'un ton ferme, dit à Lucas, «
tu dois apprendre à partager avec tes cousins, peut-être qu'Andrew a été un peu excessif, mais tu as besoin d'une leçon de comportement en famille. » Ma mère acquiesça, le regard dirigé vers Lucas, et dit d'un air réprobateur, « Dans la famille, il faut savoir partager, Jason voulait juste emprunter le vélo un petit moment, où est le problème de refuser ?» Je n'en crus pas mes oreilles, le sang me monta à la tête et je me plaçai devant mes parents en criant, toute mon indignation débordant, « Qu'est-ce que vous racontez ? Le vélo est à Lucas et il a le droit de refuser que d'autres touchent ses affaires. » Sans fléchir, mes parents continuèrent de défendre Andrew, mon père secoua la tête, me regarda d'un air déçu et dit entre ses dents serrées, « Blake, tu as élevé Lucas pour qu'il soit égoïste, il doit apprendre à partager et à respecter les adultes. » Ma mère ajouta, « Andrew a bien agi, tu devrais le remercier, tu gâtes Lucas avec ton éducation. » Mais ce qui me choqua le plus fut l'intervention soudaine de Christina, dont la voix était pleine de calcul, « Blake, tu dois assumer la responsabilité de la blessure d'Andrew, tu dois payer ses frais médicaux et le dédommager, son épaule est sérieusement atteinte. » À ces mots, j'eus l'impression de recevoir une gifle, je me retournai brusquement vers Christina, les yeux écarquillés, et lui demandai, « Et mon fils alors ?» Andrew a frappé un enfant de 14 ans. Le silence régna, jusqu'à ce que mon oncle Kevin, qui avait observé la scène en silence, intervienne d'une voix décidée, « Blake a raison, même si Blake a frappé Andrew, frapper un enfant de 14 ans est inacceptable, quelle que soit la raison. » Quelques proches à côté hochèrent la tête en signe d'accord, comme si la raison commençait enfin à l'emporter, mais mes parents ne l'entendirent pas ainsi, mon père se retourna, le regard glacial, et dit à Kevin, « Kevin, ne te mêle pas de nos affaires de famille. » Après cette réplique, l'oncle Kevin ne put que secouer la tête, impuissant. Je m'approchai alors de mes parents, me tins droit et les regardai fixement, à ce moment-là je réalisai que je ne reconnaissais plus les deux personnes en face de moi, ce n'étaient plus les parents que j'avais connus. D'une voix tremblante de rage, j'avalai chaque mot, « Vous êtes des salauds, des êtres pervers, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai plus de père ni de mère, et mon fils n'a plus de grands-parents. » Après ma déclaration, mes parents restèrent figés, la bouche ouverte sous le choc, ils s'apprêtaient à dire quelque chose, mais je levai la main pour les interrompre et leur tourner le dos afin de rejoindre mon fils et vérifier ses blessures. En leur tournant le dos, je ressentis une sensation étrange, un mélange de douleur, de libération et de détermination, je venais de rompre les liens avec mes parents, ceux qui m'avaient élevé, et je ne ressentais aucun regret, car en choisissant de se ranger du côté de celui qui avait attaqué mon fils, il n'était plus ma famille. 20 minutes après l'appel d'urgence d'Erika, 2 voitures de police et une ambulance s'arrêtèrent devant le portail de ma maison. 4 secouristes entrèrent et se divisèrent rapidement en 2 groupes, l'un se dirigea vers Lucas, l'autre vers Andrew. Derrière eux arrivèrent 4 policiers, le visage grave et concentré. Une policière s'approcha de moi, balaya la scène du regard d'un œil professionnel, puis dit d'un ton calme, « Je suis l'agente en charge de cette affaire, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» Avant même que je ne puisse répondre, mon père s'avança et s'exclama d'une voix précipitée, « Ce n'est qu'un petit malentendu familial, il n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire. » La policière répondit poliment mais fermement, « Monsieur, nous avons reçu un signalement concernant une agression impliquant une arme et un mineur blessé, nous devons suivre la procédure. » Puis elle se tourna de nouveau vers moi, attendant ma version. Je pris une profonde inspiration pour contrôler mes émotions et lui expliquer tout ce qui s'était passé. Pendant que je racontais les faits, les secouristes terminèrent leur première évaluation d'Andrew et de Lucas. Un infirmier s'approcha des policiers, le visage sérieux, et annonça, « Les 2 doivent être transportés à l'hôpital pour des examens plus approfondis, l'adolescent présente peut-être des côtes fracturées, et l'autre homme montre des signes de fracture à l'épaule. » L'agent hocha la tête et ordonna, « Emmenez-les immédiatement, nous enverrons quelqu'un pour suivre la situation à l'hôpital. » Andrew et Lucas furent aussitôt placés sur des brancards et transportés dans l'ambulance. Erika s'avança rapidement, tenant la main de Mia, et dit, « Mia et moi accompagnerons Lucas, reste ici et parle avec la police. » J'acquiesçai doucement, serrai la main de ma femme avant qu'elle ne monte dans l'ambulance avec notre fille et Lucas. J'aperçus Christina et Jason monter à leur tour dans le véhicule avec Andrew, de loin, le visage de Christina était encore marqué par la colère lorsqu'elle me jeta un regard en partant. Une fois l'ambulance partie, l'atmosphère dans le jardin devint encore plus lourde, seuls mes parents, mon oncle Kevin, Justine, Brandon et quelques amis proches restaient là, silencieux, en présence des policiers. La policière sortit son carnet et commença à écrire tout en disant, « Je dois maintenant recueillir les dépositions de tous les témoins. » Qui a été le premier à voir ce qui s'est passé? Mon oncle Kevin s'avança, calme mais déterminé, « Je m'appelle Kevin, j'ai assisté à la plupart de la scène, et je suis prêt à faire ma déposition. » Immédiatement après, Justine et Brandon s'avancèrent aussi, Brandon déclara d'un ton assuré, « Nous avons directement vu Andrew attaquer Lucas avec une batte de baseball, puis la réaction de Blake. » L'agent hocha la tête, désigna un policier et dit, « Mon collègue va recueillir vos témoignages, veuillez le suivre. » Ils s'éloignèrent alors vers un coin plus calme du jardin.
La policière se tourna ensuite vers moi avec sérieux et demanda, « Y a-t-il des caméras de sécurité ayant enregistré la scène ?» Je hochai la tête, soulagé d'y avoir pensé, et répondis, « Si vous en avez besoin, je peux vous fournir la vidéo immédiatement. » L'agente sembla satisfaite et répondit, « Excellent, pouvez-vous nous transmettre l'enregistrement tout de suite ?» J'extrayai la séquence correspondante et l'envoyai à l'adresse électronique du commissariat qu'elle me donna. Après avoir remis tout ce qu'elle demandait, je remarquai mes parents en grande discussion avec un autre policier. Ma mère disait d'une voix tremblante, « Ce n'était qu'une dispute entre enfants, puis les adultes se sont un peu emportés, cela risque de nuire inutilement à la réputation de notre famille si cela devient public. » Le policier les écouta jusqu'au bout, puis répondit avec professionnalisme, « Monsieur, madame, je comprends vos inquiétudes. » Et reprit la conversation avec un ton ferme et professionnel. « Cependant, lorsqu'une agression implique une arme et une victime mineure, nous avons l'obligation légale d'enquêter et d'en faire un rapport. Les services de protection de l'enfance seront également informés, comme l'exige la loi. » Mon père baissa la tête, l'air déçu, tandis que ma mère, elle, sembla s'effondrer. Elle tomba lourdement sur une chaise voisine, le visage blême, murmurant, « Mon Dieu, tout le monde en ville va parler de ça. » Pendant que la police poursuivait son travail, je restais seul, me sentant vidé, physiquement et mentalement épuisé. Mon 40e anniversaire s'était transformé en désastre. Pourtant, ce qui me faisait le plus mal n'était ni la violence, ni la présence des policiers, mais la manière dont mes parents avaient préféré protéger la réputation familiale plutôt que la sécurité de mon enfant. En les regardant, je ne reconnaissais plus ceux que j'avais appelés mes parents. Ils étaient devenus des étrangers, des gens capables d'ignorer une agression simplement pour sauver les apparences. Quand la police eut terminé de recueillir les témoignages et les preuves, la policière s'approcha de moi et dit, « Monsieur Blake, merci pour votre coopération. Nous allons poursuivre l'enquête. Vous devriez aller à l'hôpital retrouver votre famille, l'un de nos collègues est déjà sur place. » J'acquiesçai, la remerciai et me préparai à partir. Alors que je m'apprêtais à quitter les lieux, mon oncle Kevin s'approcha, posa une main sur mon épaule et me dit doucement, « Blake, tu as bien fait de protéger Lucas. Ne laisse personne te dire le contraire. » Je lui adressai un signe de gratitude, montai dans ma voiture et pris la route, laissant derrière moi une fête d'anniversaire brisée et des liens familiaux à jamais changés. Durant tout le trajet vers l'hôpital, les images de mon fils allongé sur l'herbe, la blessure dans son dos, défilaient sans cesse dans mon esprit, et un sentiment de culpabilité m'envahit. C'était moi qui avais organisé cette fête, moi qui avais invité Andrew, et c'était mon fils qui en payait le prix. En arrivant à l'hôpital, je me précipitai vers le service des urgences. Erika était assise dans la salle d'attente, Mia endormie sur ses genoux, le visage de ma femme était épuisé, mais ses yeux s'adoucirent quand elle me vit. Dès qu'elle m'aperçut, elle me dit d'une voix douce, inquiète, « Le médecin vient de finir l'examen, Lucas a 2 côtes fracturées et une contusion assez profonde. Ils font encore quelques tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion interne. » Avant que je ne puisse poser d'autres questions, un jeune médecin sortit de la salle d'examen. Il me regarda et demanda, « Vous êtes le père du garçon, n'est-ce pas ? Nous venons de terminer les examens, les côtes cassées auront besoin de temps pour guérir, mais heureusement aucun organe n'a été touché. Vous pouvez aller voir votre fils tout de suite. » Erika et moi suivîmes le médecin dans la salle d'examen, où Lucas reposait sur le lit, le haut du corps soigneusement bandé. Le visage de mon fils était pâle, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il nous vit. Dès qu'il m'aperçut, il parla d'une voix faible, « Papa, je suis désolé d'avoir gâché ton anniversaire. » Ces mots me serrèrent le cœur comme un étau, je m'approchai du lit, caressai doucement sa tête et répondis d'une voix émue, « C'est moi qui devrais m'excuser, si je n'avais pas organisé cette fête, rien de tout cela ne serait arrivé. » En plongeant mon regard dans celui de mon fils, je continuai, « Je suis fier de toi, fier que tu aies su défendre ce qui t'appartient, c'était la bonne chose à faire. » Lucas esquissa un faible sourire, mais je vis encore la peur dans ses yeux. Il demanda d'une voix basse, « Et grand-père, grand-mère, et oncle Andrew ? Qu'est-ce qui va arriver à notre famille maintenant, papa ?» Cette question me mit dans une position difficile. Comment expliquer à mon fils que notre famille venait d'éclater à jamais ? Pourtant, en voyant dans ses yeux clairs toute sa confiance, je compris que je devais lui dire la vérité. Mon fils méritait de savoir, aussi douloureux que cela puisse être. Environ 30 minutes après mon arrivée à l'hôpital, alors que j'étais encore assis près du lit de Lucas, essayant de lui expliquer la situation familiale avec le plus de douceur possible, on frappa doucement à la porte. Erika, assise à côté de Mia dans un coin de la pièce, se leva pour ouvrir. La policière que j'avais rencontrée chez moi entra, suivie d'une femme d'âge moyen, aux cheveux bruns courts, au visage à la fois bienveillant et sérieux. Elle portait une chemise blanche, un pantalon noir et un badge d'employé sur lequel on pouvait lire « Montana Child Protective Service ». La policière me salua d'un signe de tête, puis me présenta la femme, « Voici Madame Diane Carter, des services de protection de l'enfance. »
Elle doit parler à Lucas pour évaluer la situation. L'agente du CPS s'approcha du lit en adressant à Lucas un sourire bienveillant, tira une chaise et s'assit à côté de lui, en gardant une distance respectueuse pour ne pas le mettre mal à l'aise. Lucas me jeta un regard, cherchant mon approbation, je lui répondis d'un hochement rassurant, et il commença à raconter toute l'histoire depuis le début, comment Jason avait pris son vélo sans permission, comment il avait refusé de le lui prêter, et comment Andrew était arrivé ensuite avec une batte de baseball. Pendant tout le récit, Diane hochait la tête, écoutait attentivement, posait parfois quelques questions pour préciser certains détails, mais laissait surtout Lucas s'exprimer librement. Elle prenait des notes soignées dans son carnet, et son regard exprimait une réelle compassion. Quand Lucas eut fini de parler, Diane resta un instant silencieuse, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre, puis, d'une voix à la fois professionnelle et empreinte d'empathie, elle demanda doucement « Pourquoi n'as-tu pas voulu prêter ton vélo à Jason ?» Cette question semblait simple, mais je savais qu'elle était essentielle pour l'évaluation du CPS, il devait déterminer si la décision de Lucas avait une justification raisonnable. Malgré la douleur, Lucas répondit sans hésiter, Jason a déjà cassé mes affaires 2 fois avant, d'abord ma manette de jeu, puis mon skateboard, et il ne s'est jamais excusé. Diane acquiesça, nota soigneusement la réponse, puis posa encore quelques questions, principalement sur la relation entre Lucas et Jason avant cet incident, ainsi que sur l'attitude d'Andrew envers Lucas lors des réunions de famille précédentes. Après environ une demi-heure d'entretien, Diane se tourna vers Erika et moi pour nous demander davantage d'informations sur les antécédents familiaux et les relations entre les membres. Nous parlâmes honnêtement des tensions latentes qui existaient depuis longtemps, même si jamais nous n'aurions imaginé qu'elles puissent dégénérer en violence. Quand la porte se referma derrière Diane et la policière, un étrange sentiment de soulagement m'envahit, même si notre famille était brisée à jamais, au moins certaines personnes se levaient désormais pour protéger mon fils et faire en sorte que justice soit rendue. Après une semaine à l'hôpital, Lucas fut enfin autorisé à rentrer à la maison. Ses blessures commençaient à guérir, même si ses côtes fracturées nécessitaient encore du temps. L'atmosphère de notre foyer retrouva peu à peu sa sérénité. Le matin suivant son retour, Erika prépara un petit déjeuner spécial avec des pancakes et du sirop d'érable, le plat préféré de Lucas. Mia, toute excitée, racontait à son frère les nouvelles de son école, et moi, assis là à les regarder, je ressentais une profonde gratitude. Malgré tout, notre petite famille tenait toujours debout, même si nos liens avec le reste de la famille étaient à jamais rompus. Vers 10 heures, alors que Lucas se reposait sur le canapé et que je travaillais sur quelques dossiers dans le salon, la sonnette retentit. Dans la cuisine, Erika jeta un coup d'œil par la fenêtre et se figea aussitôt. Elle se tourna vers moi, la voix tendue, Andrew est devant la porte. Une colère immédiate monta en moi, comment osait-il se présenter ici après tout ce qui s'était passé? Je posai mes papiers, marchai vers la porte et fis signe à Erika d'emmener Lucas et Mia à l'arrière. Lorsque j'ouvris, l'image d'Andrew me frappa, un bras en écharpe, l'épaule droite lourdement bandée, malgré cela, il n'y avait dans ses yeux ni regret ni honte, seulement ce regard froid et calculateur que je connaissais trop bien. Je restai sur le pas de la porte, bloquant l'entrée, sans l'inviter à entrer, et demandai d'une voix glaciale, « Qu'est-ce que tu fais ici, Andrew ?» Il jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule, comme s'il cherchait Lucas, puis rugit avec assurance, il était venu pour négocier. Je fronçai les sourcils, méfiant, négocier quoi? Andrew sortit une main de sa veste, en tira une enveloppe épaisse qu'il agita devant moi et, baissant la voix pour que personne d'autre n'entende, dit, je donnerai 50 000 $ à Lucas, dis-lui de changer son témoignage. Le sang me monta à la tête quand je compris qu'il essayait de soudoyer mon fils pour qu'il mente devant la justice. Je le regardais, cet homme que j'avais admiré enfant, et je ne le reconnus plus, devant moi ne se tenait plus mon frère, mais un manipulateur prêt à tout pour échapper à la punition. Jusqu'à acheter le silence d'un enfant de 14 ans. Je secouai la tête, partagé entre le dégoût et la tristesse. Après un long silence, je plongeai mon regard dans celui d'Andrew et lui demandai calmement, « Tu veux savoir ce que je regrette le plus ?» Andrew fronça les sourcils et répondit d'un ton méfiant, « Quoi donc ?» Je m'approchai de lui, ma voix se fit basse, chaque mot détaché, pesé, précis, de ne pas t'avoir frappé en plein visage avec cette batte, pour te faire taire une bonne fois pour toutes. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent de stupeur, et avant qu'il n'ait pu réagir, je claquai la porte violemment, le bruit résonnant comme une déclaration définitive, toute discussion était terminée. Par la fenêtre, je le vis rester immobile quelques secondes, le visage rouge de colère et d'humiliation, puis il tourna les talons et marcha lourdement vers la voiture garée dans la rue. À cet instant, je compris que la fraternité entre nous était morte depuis longtemps et qu'il n'y aurait plus jamais rien à sauver. Un mois après l'incident, le procès d'Andrew eut lieu au tribunal du comté. La salle d'audience était bondée ce jour-là. Andrew était assis aux côtés de son avocat, un homme en costume coûteux issu d'un grand cabinet de Billings. Sa femme et son fils étaient assis juste derrière lui, le visage tendu, à côté d'eux, mes parents ils avaient clairement choisi leur camp. Moi, je siégeais avec Erika et Lucas de l'autre côté de la salle.
Mon fils, bien qu'encore douloureux lorsqu'il bougeait brusquement, s'était beaucoup rétabli en un mois. Notre avocat, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et au regard déterminé, posa une main sur mon épaule et me fit un signe d'encouragement. L'audience commença par les formalités habituelles, puis vint la présentation des preuves. Le procureur diffusa la vidéo enregistrée par la caméra de sécurité de ma maison, on y voyait clairement le moment où Andrew abattait la batte de baseball sur le dos de Lucas. Des exclamations de stupeur parcoururent la salle tandis que tous découvraient la scène. Vint ensuite le temps des témoignages, Lucas prit la parole à la barre, droit et courageux, bien plus mûr que son âge. Il raconta l'incident avec précision, sans hésitation, depuis le moment où Jason avait pris son vélo sans permission jusqu'à la menace et l'attaque d'Andrew. L'avocat de la défense tenta de semer le doute, insinuant que le garçon avait manqué de respect envers les adultes, mais Lucas ne se laissa pas déstabiliser, et les autres témoins, Justine, Brandon et l'oncle Kevin, confirmèrent intégralement sa version des faits. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'admis sans détour avoir frappé Andrew après l'avoir vu s'en prendre à mon fils. Mais ce qui changea totalement le cours du procès fut la présentation par le procureur d'une preuve inattendue, une vidéo captée par la caméra extérieure de ma maison, montrant Andrew, une enveloppe à la main, venant proposer un pot de vin pour que Lucas modifie sa déposition. Je vis alors le visage de mes parents se décomposer, Christina enfouit son visage dans ses mains tandis que Jason baissait la tête, évitant le regard de tous. Andrew, pour la première fois depuis le début du procès, perdit toute assurance. Après avoir examiné toutes les preuves et les témoignages, le juge rendit son verdict, Andrew fut reconnu coupable d'agression sur mineur avec arme entraînant des blessures graves, ainsi que de tentative de subornation de témoins. Il écopa d'une peine de 5 ans de prison et fut condamné à verser $100 000 de dédommagement à Lucas. Quant à moi, je fus déclaré coupable d'agression, mais avec circonstances atténuantes, pour avoir agi sous une extrême provocation afin de protéger mon enfant, je reçus une peine d'1 an de prison avec sursis et dû verser $40 000 de compensation à Andrew. Un étrange sentiment de soulagement m'envahit quand le juge frappa de son marteau pour clore l'audience, non pas parce que j'avais échappé à la prison, mais parce que la justice avait enfin été rendue. En quittant la salle d'audience, mon père surgit soudain dans le couloir, me barrant le passage, son regard était froid, dur, sans la moindre trace d'affection. Sans salut, sans mot de père à fils, il planta ses yeux dans les miens et dit d'une voix basse, chargée de menaces, « Souviens-toi de ce jour. » Puis il tourna les talons et s'éloigna, me laissant là, figé, avec la certitude que cette guerre familiale était loin d'être terminée et que cette haine continuerait de couver parmi nous pendant des années. En regardant la silhouette de mon père s'éloigner dans le couloir, j'ai compris que, pour protéger mon enfant, je devais sacrifier le lien avec celui qui m'avait donné la vie. 3 ans se sont écoulés depuis ce procès fatidique, et bien des choses ont changé dans notre vie de famille. Lucas a désormais 17 ans et se prépare à entamer sa dernière année de lycée. Ses blessures physiques ont depuis longtemps guéri, même s'il ressent parfois une légère douleur aux côtes lorsque le temps change. Bien qu'il n'ait jamais oublié ce qui s'est passé, il n'en parle plus jamais. Mia, aujourd'hui âgée de 15 ans, est devenue une jeune fille forte, même si elle était trop jeune pour tout comprendre au moment des faits, ce qu'elle a vécu a laissé une marque profonde en elle et a forgé son caractère. Andrew, lui, purge toujours sa peine de prison et il lui reste encore 2 ans, et ma famille envisage de déménager dans une autre ville. Je crains qu'il nourrisse encore de la haine à notre égard pour ce qui s'est passé. Quant à mes parents, nous avons complètement coupé les ponts depuis le jour du procès. Kevin, Justine et Brandon sont les seuls membres de la famille avec lesquels nous gardons contact. Kevin passe régulièrement nous voir, apportant de petits cadeaux pour les enfants et racontant des histoires pleines de bonne humeur. Justine, Brandon et leur famille organisent parfois des week-ends barbecue avec nous, et l'été, nous partons camper ensemble avec les enfants. En regardant en arrière, je ne regrette pas ma décision de protéger mon fils, si je pouvais revenir en arrière, je referais la même chose peut-être avec moins de violence, mais avec la même détermination. Car, au fond, il ne s'agissait pas de choisir entre la famille et les enfants, mais entre ce qui est juste et ce qui est facile. Mon histoire ne parle pas de pardon ni de réconciliation, elle parle de limites, de cette compréhension essentielle qu'il faut parfois couper des liens toxiques, même quand ils unissent les personnes les plus proches. À travers l'histoire de Mike, mon ami mentionné au début de ce récit, je veux vous transmettre une seule chose, soyez forts et défendez vos enfants, peu importe contre qui vous devez vous dresser. Quand votre enfant est menacé ou blessé, ne vous souciez ni du regard des autres, ni des traditions familiales, ni des convenances. Ce que les enfants doivent savoir, c'est que leurs parents sont prêts à affronter le monde entier pour les protéger et c'est cela, le véritable amour, et la plus sacrée de nos responsabilités de parents. Et vous, partagez-vous mon point de vue ou pensez-vous différemment sur la manière de protéger ses enfants? Dites-le moi dans les commentaires sous cette histoire, je lirai et répondrai à chacun d'eux. Mon récit s'arrête ici, si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette histoire. Merci d'avoir suivi ce long récit jusqu'à la fin.